Yuji était un enfant pauvre qui était maltraité par son père dès son jeune âge en raison de son manque de talent. Il vivait dans l'ombre de sa sœur prodige qui avait enrichi sa famille avec ses talents. Mais lorsqu'une tragédie frappa leur maison, Yuji devint un orphelin formé par des gens malveillants pour devenir le soldat d'élite le plus froid au monde. Son parcours, cependant, fut l'un des plus froids que quiconque ait jamais eu à témoigner. Ses parents le négligeaient toujours parce qu'il n'avait jamais eu le même talent que sa sœur Kazuki. Dès son plus jeune âge, les croquis de Kazuki émerveillaient son père, et son talent dépassait celui d'artiste célèbre, lui permettant de remporter de nombreux concours d'art et de vendre ses œuvres à des millions de dollars. Yuji a grandi en évitant sa petite sœur parce que tout le monde se moquait de lui quand il était avec elle. Kazuki voulait combler le vide que ressentait son frère, alors elle est devenue la seule personne qui jouait avec lui et même lui apprenait à lancer des balles. Ils passaient du temps ensemble, et sa sœur le soutenait en tout, l'encourageant à poursuivre ses rêves parce qu'il avait un potentiel extraordinaire. Elle était la seule chose qui lui apportait de la joie et l'inspirait à devenir comme elle, même les mauvais dessins qu'il créait, elle les chérissait pour booster sa confiance en lui. Cependant, leur père continuait à se moquer du travail de Yuji au point où Yuji détruisait ses propres œuvres lorsqu'il eut honte. Un jour, Yuji rencontra un homme étrange chez lui qui lui demanda s'il voulait un morceau de chocolat d'une boîte intéressante. Son père traita Yuji de honte de la famille, mais l'homme mystérieux esquissa un sourire rusé. Avec le temps, Kazuki commença à cacher son talent et annula même ses études d'art à Paris. À la place, elle passait du temps à lire des mangas avec son frère, lui disant qu'il devrait faire cela pour se faire des amis plutôt que d'être seule toute sa vie. Elle ne voulait pas que Yuji devienne la même personne que leur père et lui disait de commencer à se faire des amis. En même temps, les peintures occasionnelles de Kazuki devinrent la seule source de revenus de leur famille, mais le traitement de Yuji empira. Sa famille sortait manger tous les soirs, ne laissant que du pain rassis et froid pour lui. La seule façon pour lui de manger ce pain sec était en le trempant dans l'eau. En voyant cela, Kazuki lui cria de manger n'importe quelle nourriture dans le frigo, mais Yuji lui dit que ses parents seraient en colère contre lui s'il le faisait. La tristesse de Kazuki grandit, s'excusant de ne pas savoir à quel point Yuji était maltraité et criant contre ses parents pour son mauvais traitement. Même alors, rien ne s'améliora. Son père continuant à montrer ouvertement sa haine et sa mère commençant à le négliger ouvertement pour éviter la colère de son père. Un jour, Yuji rentra tard chez lui et dit à sa sœur qu'il jouait avec un ami. Kazuki se demanda si c'était une fille, ce à quoi il répondit que oui, mais il s'inquiétait qu'elle puisse maltraiter sa nouvelle amie. Elle lui dit qu'elle essaie de déterminer si ses amis sont appropriés pour lui et se fâche contre lui de constamment se lier d'amitié avec des filles. La jalousie de Kazuki grandit, et elle lui crie qu'il doit obtenir sa permission pour être ami avec des filles. Yuji accepte, et elle prend sa main en lui disant qu'elle trouvera la bonne fille pour lui un jour. Plus tard le même jour, Kazuki lui demande s'il aimerait prendre un bain avec elle en tant que frère et sœur normand. Quelque temps après, Kazuki s'inscrit dans un lycée régulier et rejoint l'équipe de basket pour cacher ses talents incroyables. Ses amis deviennent comme des pions pour elle, car elle les manipule, mais son influence s'étend à sa manipulation de ses parents. Et cela effraie Yuji plus que tout. Cependant, Yuji dépend de sa sœur, souhaitant pouvoir continuer à vivre de cette façon pour toujours jusqu'au jour de la tragédie. Un bus s'est écrasé dans un ravin, et une fille aux cheveux rouges était la seule survivante. Le père de Yuji est tombé dans la dépression et s'est tourné vers l'alcool. Sa colère a commencé à croître, et sa mère le cachait chaque fois que son père rentrait à la maison. La seule chose dont Yuji se souvenait était d'entendre son père crier sur sa mère en disant simplement « Je suis désolé ». Il est devenu le pire père imaginable, alors Yuji et sa mère ont fui vers un nouveau domicile où elle le traitait enfin comme un fils normal. Ils trouvaient le bonheur ensemble, même s'ils étaient fauchés, tant qu'ils étaient loin de leur père. Cependant, leur paix ne durerait pas, et un an plus tard, le père de Yuji les avait enfin retrouvés. Il dit à la mère de Yuji qu'elle lui pondra un autre œuf en or, et Yuji essaie de dire à son père d'arrêter. Il ne pouvait pas supporter de voir sa mère comme ça, mais son père le projeta dans le réfrigérateur. Pendant que cela se produisait, Yuji regarda son père déterminé à le terminer enfin. Il se souvient de sa sœur lui demandant quelle main il utiliserait pour tuer un homme. Il s'empare d'une bouteille de vin et la casse contre la tête de son père le mettant hors d'état de nuire. Il réconforte sa mère, et il lui demande jusqu'où il devrait courir cette fois-ci. Elle lui dit de partir en premier et qu'elle le rejoindra ensuite, lui donnant toutes ses économies. Elle lui dit de courir jusqu'à la gare et lui souhaite bonne chance en faisant cela seul. Sans perdre de temps, Yuji obéit à sa mère et court jusqu'à la gare. Mais des heures passent, et il commence à entendre les sirènes des ambulances. Alors qu'il retourne chez lui, il découvre que son père a été poignardé et entre dans sa maison pour découvrir qu'il ne pourra plus jamais parler à sa mère. Depuis ce jour, sa conscience s'est estompée, et il s'est réveillé plus tard à l'intérieur d'un hôpital avec seulement une note laissée par sa mère. Elle lui demande pardon en se demandant où elle s'était trompée tout en souhaitant qu'il puisse continuer à vivre. Ne sachant pas où aller en tant qu'orphelin, l'homme mystérieux est devenu son tuteur et a commencé à l'habiller comme sa petite sœur.
Mais Yuji a tenté d'ignorer son tuteur harceleur car il avait maintenant un endroit où manger et dormir. Les nuits passaient, mais lors de l'une d'entre elles, un garde du corps de Rei est venu et était prêt à harceler Yuji, mais a rencontré son destin grâce à Yuji. Rei est entré, surpris que Yuji ait pu aller jusqu'au bout, et le félicite de s'être défendu comme il aurait dû. Yuji demande si Rei est en colère mais Rei lui dit qu'il fera de lui un outil fort et l'envoie dans son camp militaire pour l'entraîner. Il passait ses journées à s'entraîner pour devenir le soldat le plus froid, et il se trouvait être la pupille préférée de Rei. Mais cela n'a fait que pousser les autres enfants à continuer de l'intimider. Il n'y avait qu'une seule personne qui était gentille avec lui, une fille nommée Marlene qui n'avait aucun souvenir de son passé. Elle le traitait bien, lui sauvegardait même de la nourriture, et il pensait qu'elle était la seule personne sur laquelle il pouvait compter. Rei se faisait appeler Oslo sur cette île et s'entraînait même avec des couteaux réels avec Yuji. Il lui apprenait à se fier aux couteaux et à tuer avant d'être tué, car tout le monde dans ce monde était son ennemi, y compris sa propre famille. Oslo lui a fait un lavage de cerveau en lui faisant croire qu'il était son seul allié. Le jour de l'examen final arriva, et son test consistait à tuer la personne devant lui, qui n'était autre que Marlene. Il se préparait à l'affronter et commençait à courir vers elle, la frappant et la renversant. Son agilité surpassait la sienne, et ses coups la renversaient. Même lorsqu'elle essayait de se relever, il lui asséna un coup de pied qui la fit retomber au sol. Mais les souvenirs de sa mère blessée par son père ont commencé à lui revenir en mémoire. Il se souvenait des images qu'il avait vues ce jour-là, et son esprit commençait à se briser pendant le match. Marlene l'a utilisé à son avantage en l'envoyant au sol tout en se tenant au-dessus de lui avec un sourire de maniaque. Elle commençait à le frapper et Yuji croyait que tout cela était pour expier son péché d'avoir tué son père. Avant qu'il ne s'en rende compte, Yuji avait perdu et était devenu une déception pour Oslo. À l'intérieur de la cellule de prison, Marlene venait soigner ses blessures en pleurant et s'excusant de lui avoir fait du mal, car elle aurait souhaité ne pas lui avoir fait ça. Marlene continuait à essayer de le nourrir et était la seule à lui parler jusqu'au jour de sa remise de diplôme. Elle lui dit au revoir et qu'elle le reverrait, mais c'était la dernière fois qu'il la voyait et parlait avec elle. L'infirmière révéla la triste nouvelle à Yuji après son premier travail, et Yuji se demandait s'il aurait pu la sauver en la battant au lieu d'être gentil. Après avoir obtenu son diplôme, Yuji prit sa première mission d'assassinat et se déguisa en femme de ménage dans la chambre d'un homme riche. Pendant qu'il était distrait, Yuji parvint à accomplir sa mission avec brio. Ces assassinats continuaient d'être des réussites jusqu'à ce qu'un jour ils ont fait irruption dans la maison d'Oslo. Les forces de l'ordre détruisirent toutes les personnes se trouvant sur leur chemin et encerclèrent presque Oslo après avoir détruit toutes ses défenses de sécurité. Ils découvrirent un passage souterrain derrière une porte en acier qui le protégeait. Après l'avoir fait exploser, ils ne trouvèrent qu'un enfant aux cheveux blancs assis à l'intérieur et soudain, les cheveux blancs de Yuji sont tombés. Asako regarde le garçon, se rendant compte qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant et Oslo parvint à s'échapper à part l'eau. Asako décida de prendre Yuji avec elle au Japon. Cependant, JB décida de la suivre, car elle devait les superviser. À l'intérieur de l'hôpital, Asako lui ordonna de se lever dans les 40 prochaines secondes, le frappa à la tête et continua de le menacer alors JB lui cria de traiter le garçon plus gentiment, mais Yuji n'avait jamais fait l'expérience de la gentillesse et ne saurait pas comment répondre. Alors Asako le traitait comme un déchet et lui disait d'arrêter ça. Elle lui attrapa le visage en disant qu'elle allait être son dieu à partir de maintenant. À l'intérieur de sa maison, elle lui ordonne de changer ses vêtements sales, mais ce qu'il voit les choque à la place. Son corps est rempli de cicatrices et de blessures par balles, et il n'a pas mangé depuis des semaines. Asako dit à JB de leur apporter des boissons et de la nourriture. Mais une fois à table, Yuji ne mange pas. Au lieu de cela, lorsqu'une mouche passe, il l'écrase de sa main. Alors qu'il fixe la mouche, son esprit se fige, et il crie de peur en vomissant. Asako vient le réconforter en lui disant de ne pas vomir dans sa maison dégoûtante. Il dort la nuit, et Asako réalise que son esprit est plus brisé qu'elle ne le pensait, car pendant qu'elle le baignait, elle a vu 2 blessures par balle, d'innombrables entailles de couteaux et des os cassés. Asako pense qu'il aurait peut-être été plus facile pour lui de simplement ne plus être en vie, mais elle jure de le protéger en tant que son dieu. Le lendemain matin, Asako est assise sur Yuji, essayant de le forcer à manger, mais Yuji supplie JB de le sauver. Asako lui dit d'arrêter de parler à la blonde idiote, car elle est tellement seule et stupide qu'elle écoutera n'importe quoi. JB dit à Yuji de se renforcer, mais il lui dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'Asako a préparé pour lui dans la cuisine. JB regarde attentivement la nourriture et réalise qu'elle tient le kiki d'un cerf. Elle court plus vite que Flash jusqu'à la salle de bain et passe le reste de l'après-midi à cuisiner pour Yuji. Asako pense qu'il sera toujours têtu, mais lorsque JB lui met son riz blond mouillé sous le nez, il décide de le manger. Asako donne à Yuji son propre chiot qui sera désormais son partenaire et lui dit d'en prendre bien soin. Yuji décide de l'appeler John Doe, qui est le nom de code pour un cadavre dans l'armée. Asako le regarde jouer avec son chiot, et JB pense que c'est la première fois qu'elle le voit agir comme un vrai enfant. Quelques mois passent,
et Asako décide de quitter son emploi pour l'agence de renseignement. JB la met en garde en lui disant qu'elle sera emprisonnée ou exécutée si elle démissionne comme ça, et elle se demande si Yuji est la raison de son changement. Asako révèle qu'elle a peur de mourir parce qu'elle doit s'occuper de Yuji, mais qu'elle commence aussi à perdre la vision de son œil et ne peut plus être une bonne tireuse d'élite. La nuit, elle sort et voit Yuji fixant les étoiles en pleurant. Yuji continue de grandir, et alors qu'il court, il se souvient des paroles d'Asako selon lesquelles il doit courir plus vite pour être populaire auprès des filles à l'école primaire. Alors qu'il continue de grandir, Asako lui dit que courir ne suffit pas au collège, et que ce sont les mauvais garçons capables de se battre qui attirent les filles. Elle commence à le former pour qu'il devienne fort afin qu'il se batte pour de bonnes raisons, au lieu d'utiliser sa force pour faire du mal aux autres. Elle lui enseigne à utiliser tout ce dont il a besoin pour gagner, alors il appelle son chien pour la mordre. Enfin, elle lui enseigne que les combattants sont populaires uniquement au collège et que les filles aiment seulement les personnes intelligentes au lycée. Asako lui fait lire toutes sortes de livres, que ce soit des mangas ou des œuvres non fictionnelles, lui disant qu'elle lui achètera tout. Après toute cette lecture, Yuji trouve Asako en train de nettoyer son arme en fumant. Elle lui demande s'il a déjà tiré avec l'une de ses armes à feu et l'emmène dans la nature le lendemain. Il tire son premier coup de feu à 300 mètres et le manque complètement. Cependant, déterminé à réussir le prochain tir, et Asako lui promet un cadeau s'il réussit. Yuji vise et tire, touchant la cible comme promis. Asako lui donne alors un étui portant le numéro 9029, qui était son numéro d'agent. Ce fusil de sniper sera désormais celui de Yuji. Cependant, elle lui dit qu'il doit suivre son propre chemin sans jamais abandonner. Yuji demande à Asako s'il peut l'appeler maître parce qu'à ses yeux, elle n'était ni une mère ni une sœur, et certainement pas un père. La seule chose qu'elle est devenue pour lui est seulement sa maîtresse. Pendant l'hiver, Asako rassemble des munitions pour Yuji, et ils partent ensemble à la chasse. Il vise un cerf, mais Asako lui dit de ne pas gaspiller une seule balle, car cela coûtera de l'argent aux contribuables. Cependant, Yuji hésite et ne peut pas appuyer sur la gâchette. Asako réalise sa faiblesse et ne le blâme pas, car il a traversé des choses plus que n'importe quel autre enfant. Un jour, Yuji se réveille au bruit de son chien aboyant, mais il découvre qu'un ours a pénétré dans leur maison. Rapidement, Yuji se précipite dans sa chambre et prend son arme, mais revient seulement pour voir John se faire mordre par l'ours. Il prend pour cible l'ours pour sauver son chien, mais son esprit l'empêche d'agir, et il échoue à tirer sur l'ours. Alors que l'ours s'éloigne, Yuji rassemble son courage pour récupérer son chien. Sa vie de peur ne l'empêchera plus de sauver ceux qu'il aime. Alors qu'il court et est prêt à viser, il glisse sur la neige et tire, bloquant son arme. L'ours le remarque et est prêt à le dévorer vivant, mais Yuji utilise son couteau pour trancher l'ours. L'ours le repousse d'un seul coup, et l'esprit entier de Yuji clignote avec les mots pour en finir ici avec un simple bâton. Il crève l'œil de l'ours avec un bâton et pointe son arme sur la tête de l'ours. Un bruit de feuillage se fait entendre à proximité, et il voit quelques oursons s'approcher de son chien, car c'est leur nourriture. Yuji se demande pourquoi son chien, pourquoi sa famille est devenue leur nourriture. Il se demande pourquoi cela ne pouvait pas être une autre vie qui n'avait rien à voir avec lui, et il crie de douleur alors qu'il tire. Plus tard, il revient vers Asako avec le collier de son chien, et elle lui demande ce qui s'est passé. Yuji n'a pas pu tuer l'ours à la fin et lui dit que peu importe à quel point il a essayé, c'était inutile. Elle le serre contre sa poitrine en lui disant que ce n'est pas grave. Il passe le coucher du soleil à enterrer le collier de son chien, et Yuji souhaite pouvoir être aussi fort qu'Asako pour pouvoir mourir heureux. Asako lui dit que sa vie n'est pas juste une excuse sans signification jusqu'à sa mort et qu'elle sait qu'il ne peut pas tuer quoi que ce soit à moins qu'elle ne lui donne un ordre direct. Cependant, elle lui rappelle que sa nourriture et son abri sont fournis par les contribuables, alors il est redevable de s'assurer qu'il peut les protéger. Dans le passé, Asako lui dit qu'il n'aurait pas pu mourir avant d'avoir tué 10 ennemis, mais maintenant il doit sauver 10 personnes. Elle lui dit que cela n'a pas d'importance s'il est trop faible pour appuyer sur la gâchette pour lui-même, mais qu'il ne doit jamais hésiter à le faire pour sauver la vie d'un autre. Elle l'encourage à prendre plus confiance à lui sinon il aura des problèmes dans le futur. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.